Alors, je m'appelle Jean-Emmanuel Combe, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai un enfant, ça c'est pour tous les trucs, parfaitement sociétaux. Après je crois qu'on rentrera un peu plus dans le détail de ma vision un petit peu des choses, de l'hypnose, de la vie. Mais voilà, pour une présentation, toute simple. Bah, j'essaie justement en ce moment, mon petit bout il a 4 ans et j'essaie de lui expliquer un petit peu ce que je fais. C'est pas forcément facile, mais en gros, ce que j'essaie de lui dire, c'est que, bah, des fois son petit corps, il essaie de s'exprimer avec des émotions, des petites colères, des petites frustrations et que, bah, le métier de papa, c'est d'essayer d'aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps, d'essayer de comprendre qu'est-ce que le corps veut nous dire et en fait, ça passe, à la fois par le côté ludique, le jeu, mais aussi par le côté plus thérapeutique, pour se faire du bien, vraiment véritablement. Donc, voilà, j'essaie de lui expliquer que j'ai ces 2 facettes-là. Street hypnose du coup pour le côté ludique et Onkar pour le côté plus, thérapeutique. Alors j'ai commencé de manière assez particulière, c'était en 2008. Je venais d'être diagnostiqué d'un diabète de type 1, j'ai été hospitalisé pendant une semaine. J'ai frôlé la mort avec un coma, donc c'était vraiment pas cool et je m'ennuyais. Clairement dans un hôpital, il y a rien à faire malheureusement. Donc du coup, bah, j'ai été sur internet et j'avais cherché un peu de documentation et j'étais tombé sur l'hypnose, sur, la magie aussi notamment, le mentalisme, et donc, j'ai lu, j'ai regardé beaucoup de vidéos, avec un copain, on a passé des nuits entières et un jour on s'est lancé un défi en se disant, «Chiche, on essaie d'apprendre l'hypnose, à le faire nous-mêmes» et on a essayé de s'hypnotiser entre nous, ça a été une catastrophe, on n'a jamais réussi et puis plus tard, bah, j'ai essayé, sur des inconnus, dans ma famille, des cousins, des cousines et c'est là que j'ai eu les premiers succès et les premiers waouh et le cœur qui bat à 2000 et je me suis dit: «Vu comment ça me fait vibrer, c'est vers là qu'il faut que j'aille, quoi». Bah, déjà, j'ai fait comme toi, j'ai acheté des livres, comme il y en a derrière. Je pense que c'est quand même la base, de chercher à se documenter sur, qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui l'ont fait avant nous, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment ils l'ont abordé et puis après, je crois ce qui a fait la différence, la vraie différence, c'est que moi, quand j'essaie d'apprendre quelque chose, je le mets en pratique et je ne peux pas me contenter juste de l'imaginer. J'ai un gros problème avec mon imaginaire, ça m'a posé des gros problèmes, pour être hypnotisé notamment. Mais par contre, ça a un gros avantage, c'est que moi, pour comprendre, il faut que je le vive émotionnellement, donc il faut que je puisse le mettre en pratique et pas juste, le lire et attendre. Sinon, j'ai l'impression d'avoir rien compris et, bah, de pas en avoir appris davantage finalement. Donc voilà, du coup, j'ai mis en pratique et c'est vraiment, à mon avis, ça la clé parce que du coup, dans toutes les lectures que j'ai faites, que ce soit Milton Erickson, Pierre Janet, Ernest Rossi et puis tant d'autres, à chaque fois, je mets en action, je mets en pratique, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont obtenu, de le tester, de voir qu'est-ce que j'arrive à refaire, qu'est-ce que je n'arrive pas à refaire, pourquoi et c'est ça qui m'a fait beaucoup, beaucoup avancer. Je dirais que ce que j'aime le plus, c'est aussi ce que je déteste le plus, c'est être indépendant. J'ai goûté au salariat, j'ai goûté à la sécurité, j'ai goûté à tout ça et c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui me manque beaucoup. Donc avant de dire à combien je l'aime, cette partie-là, c'est quand même la partie qui me fait souffrir le plus, surtout depuis le covid, il y a une absence de sécurité totale pour, mon métier, enfin, bref. Donc c'est très compliqué à gérer au quotidien de se dire que, bah, maintenant que j'ai une famille, maintenant que j'ai un gros crédit, c'est pas maintenant qu'il faut que ça s'écroule, sinon je perds cette indépendance. Et j'adore cette indépendance et je veux pas la perdre parce que justement elle me procure une liberté de vie, une liberté de choix, d'horaire, de tout en fait et j'ai l'impression d'avoir, presque, repris le contrôle de ma vie depuis que je suis indépendant. Donc ça a des mauvais côtés mais ça a quand même, des choses extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment pour le côté, sociétal. Puis après le côté humain, le rapport aux autres, c'est-à-dire que dans mon métier, moi je côtoie des gens, tous les jours. Donc que ce soit même, pour le côté ludique parce que Heu, j'ai envie que l'hypnose reste ma passion, que ce soit pas juste mon métier. Je suis persuadé que si c'était juste mon métier, à un moment donné, je ne l'aimerais plus, juste parce que c'est juste mon métier. Donc j'ai besoin que ça reste ma passion aussi et la street hypnose, clairement, aujourd'hui n'est pas forcément rémunératrice pour moi, mais par contre est un sacré kiff. Ce qui finalement s'est inversé alors qu'au départ, mon métier c'était de former des gens à l'hypnose de rue et ça a complètement changé dernièrement où maintenant je me suis orienté sur le thérapeutique parce que ça me plaît. Et en fait, il est pas impossible que dans 2 ans, je fasse autre chose et que, j'aille, dans un autre endroit, hors de l'hypnose ou d'ailleurs, en disant: «Ça me plaît et c'est ce que je veux faire» et en fait,
Être indépendant, c'est ça, c'est pour moi, c'est suivre mes passions, au fil de la vie et si j'arrive à avoir une clé que d'autres n'ont pas, ça peut être rémunérateur. Donc ça demande une expertise aussi, ça demande un travail, mais ça me plaît. Alors c'était, à peu près 2 ans après, la fin de mes études. J'ai fait 2 ans en informatique, dans un boulot assez standard dans la santé, au Cancéropole à Toulouse et en parallèle, du coup, j'ai commencé street hypnose et j'ai vu une opportunité. Une opportunité de me dire: «Tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup de tout lâcher et de tenter une aventure, tant que je suis jeune, tant que j'ai pas de famille à tenir financièrement, est-ce que c'est pas le moment de faire un peu le fou et parce que dans 10 ans, ça sera peut-être trop tard?» Et c'est ce que j'ai fait. J'ai plaqué mon job et je me suis lancé dans l'hypnose et ça a fonctionné, en tout cas jusque-là. C'était impossible. Donc à un moment donné, ça a été un pari, de dire: «Je sens que j'ai une communauté grandissante. Le peu de temps que j'y passe, elle prend déjà une sacrée ampleur. Si j'y passe plus de temps, a priori, elle devrait continuer à croître quelques années encore. Ça vaut le coup de tenter l'aventure». Mais à ce moment-là, j'avais juste fait, une formation. Après, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon entreprise, moyennant, quelques mois encore à tenir, le temps de transmettre mes compétences au prochain. Et pendant ces quelques mois, je crois que j'ai été limite du burn-out parce que je faisais mon boulot la semaine et quelques formations le week-end. Donc j'ai dû en faire 5-6 et j'ai vu que ça prenait, j'ai vu que les gens étaient contents, il y avait vraiment un bel enthousiasme vis-à-vis de ce que j'étais en train de créer. Et donc je me suis dit: «On y va, je maintiens ma rupture conventionnelle et j'y vais, quoi». Et après, c'était le saut dans le grand bain, parce qu'à ce moment-là, j'étais limité, en termes de temps et après j'ai ouvert en grand et ça a bien suivi derrière. Et j'avais sorti le livre en octobre 2013, donc j'avais vu aussi qu'il y avait vraiment un bel engouement pour le livre et ça m'a aussi aidé à prendre ma décision. Si les gens achètent le livre, c'est qu'à un moment donné, ils vont venir faire la formation ou en tout cas, ils y sont intéressés ou ils vont peut-être se renseigner sur street hypnose plus généralement. Donc face au nombre de ventes, qui était quand même assez conséquent au début, je me suis dit: «Allez, c'est bon, ça va le faire». Donc oui, j'étais quand même en confiance, par rapport au nombre de clients que j'allais avoir. Je savais que par rapport à mes besoins, ça allait le faire de toute façon. J'aurais aimé avoir ce potentiel-là. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus sobre. Je ne suis absolument pas un écrivain. C'est un jour mon objectif de l'être, mais je ne le suis pas. J'ai juste écrit un livre didactique, pédagogique, de toutes mes connaissances acquises par l'expérience. Ce livre, il est écrit, de manière hyper simple. Ce sont pas des vocabulaires de haut niveau, mais par contre, il dit les choses clairement de comment faire, quels sont les résultats à attendre, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer, quel est le meilleur état d'esprit pour l'aborder selon moi, mais c'est tout. Après, il a été écrit, très rapidement, il a été écrit de manière décousue, je le faisais, le soir, la nuit, je dormais même plus, enfin, j'avais aucune espèce de routine me permettant d'introduire l'écriture durablement dans ma vie. Alors aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, petit à petit, j'arrive à acquérir cette capacité à écrire un peu tous les jours ou presque, mais c'est quelque chose de très récent. À l'époque, en 2013, c'était pas du tout le cas. Moi, j'ai parlé de moi, en fait, sur internet. J'ai créé un blog à la base, streethypnose.fr, et sur ce blog, je racontais mes petites aventures dans la rue. Mes petites hypnoses, mon état d'esprit, et cetera. Donc à la base, je l'ai fait pour ça, je l'ai fait pour kiffer, j'avais mon job à côté, enfin, ou mes études en l'occurrence, qui étaient pas terminées encore tout à fait, mais bref, c'était vraiment pour kiffer. Et puis il y a des praticiens, des thérapeutes, des médecins, qui ont commencé à entendre parler de mon site et qui se sont dit, «Tiens, là, le petit gars là, il paye pas de mine, mais il a l'air d'avoir quand même compris des trucs que nous, on n'a peut-être pas compris, parce que lui, il hypnotise en 5 minutes, nous, on met 1 heure. Il y a peut-être un souci dans nos formations, de base». Donc du coup, ils sont venus me voir en disant: «Écoute, tu pourrais pas, nous écrire un petit manuel, un petit truc, pas forcément long, mais juste, allez, 30 pages pour, nous montrer un peu comment tu fais et qu'on puisse essayer de reproduire?» Parce que juste, te lire et voir ce que tu fais, c'est cool, mais on aimerait pouvoir reproduire. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un petit manuel, alors il s'appelait déjà La Voix de l'inconscient et il faisait 50 pages, il était gratuit. Alors si on cherche sur internet, on peut retrouver cette version originale qui circule un peu. Donc c'est une cinquantaine de pages, c'est gratuit, je l'avais fait circuler librement.
Et l'objectif pour moi, c'était de pouvoir partager à des gens qui peuvent un jour, apprendre, pourquoi pas. Et puis, ce truc, il a été téléchargé peut-être 10 000, 15 000 fois déjà, à une vitesse hallucinante et les gens m'envoyaient des mails constamment me disant: «À quand la version complète? On est prêt à payer, à quand la version complète?» Ils ont dû être un certain nombre à insister avant que je me dise: «Bon, allez, on va essayer de faire un truc. Il doit y avoir moyen». Et voilà, est née la voix de l'inconscient. Ouais, après c'est la réalité de la vie aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je faisais des formations, quasiment toutes les semaines. Aujourd'hui, par exemple, street hypnose, j'en fais 2 par an. 2 par an, ça fait, 25 stagiaires. C'est pas énorme, tu vois? Alors qu'à l'époque, j'en avais peut-être 200 ou 300 par an des stagiaires. Donc après, c'est juste que les choses changent parce que je change et en fait, si j'ai été effectivement, une notoriété en hypnose, à un moment donné, pour des raisons, très personnelles et notamment, des reportages à la télé qui m'ont beaucoup blessé, qui m'ont fait du mal, notamment un, sur Envoyé spécial sur France 2, où il y avait écrit en gros plan, «Alerte hypnose de rue» et où j'ai été attaqué pendant 2 heures en prime time. Des choses comme ça, en fait, qui, à un moment donné, m'ont fait comprendre que, la notoriété allait me détruire et qu'il valait mieux que je fasse quelque chose dans mon coin, que je kiffe, plutôt que, d'utiliser la notoriété pour, des gains d'argent, de pouvoir, de reconnaissance ou je ne sais quoi, qui derrière, en parallèle, me détruisent parce que je suis pas forgé comme ça. Je ne peux pas, affronter des regards dans la rue de gens qui se sont fait monter la tête par la télé contre moi et de dire: «Putain, je vais dans la rue pour hypnotiser et voilà ce que je retrouve», quoi. Des gens qui me disent: «Ah mais c'est vous, on a vu à la télé et vous allez me voler ma montre». Non, putain, vous faites chier les gars, quoi. Donc non, moi je suis là par passion, je suis là pour vous offrir un super moment, pour vous kiffiez, cette expérience qu'on partage ensemble. Non, je suis pas là pour vous voler votre montre, quoi. Donc voilà, il y a tout un aspect de la notoriété que j'ai fui et quand on fuit la notoriété, forcément, il y a moins de monde qui vient vous voir. Donc il y a ce juste milieu à trouver pour moi entre, oui, je pourrais faire des vidéos et dire: «Allez, je suis là et on relance tous les gars et c'est parti» et faire des vidéos de ouf dans la rue et oui, je pourrais faire ça, mais c'est pas ce qui me botte, c'est pas ce qui me ferait vibrer aujourd'hui. Donc j'ai eu mon heure de gloire, ça m'a fait kiffer. Là, je préfère ma petite tranquillité et c'est aussi pour ça que je suis disponible pour des gens comme toi et que je peux kiffer ça aussi, tu vois, différemment. Ouais, je me suis posé cette question à peu près 1 milliard de fois, hein, tu t'en doutes. C'est très compliqué parce qu'en réalité, tu vas avoir des gens qui vont s'approprier l'inconscient d'une certaine manière. Ils vont dire: «Ah bah, pour moi, l'inconscient, c'est ça». Et puis il y en a un qui va faire du magnétisme et dire: «Bah, pour moi, l'inconscient, c'est ça». L'autre qui va faire de l'hypnose et dire: «Bah, pour moi, c'est ça». Et au final, ils ont tous un peu raison et ils ont tous un peu tort. Donc du coup, moi, j'en suis arrivé à la définition la plus simple, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Voilà, l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Parce que le problème, c'est que même cette définition, hein, je peux dire: «Bah oui, mais j'étais pas conscient de quelque chose, puis l'instant d'après, j'étais». Donc en fait, c'est tout ce qui n'est pas conscient, tout ce à quoi je ne peux pas accéder consciemment. Donc tous mes programmes intérieurs, tous mes comportements, mes émotions, toutes mes sensations, tous les trucs que je ne maîtrise pas, les pensées, sont pour moi, la caractéristique du coup de l'inconscient. Mais parce qu'on fait la différence entre la définition de l'inconscient et ensuite comment on l'utilise. C'est ça la clé. Et moi, Onkar, en fait, je cherche pas à définir l'inconscient, je cherche à montrer une manière de l'utiliser qui fait du bien. Et en fait, quelqu'un qui va faire du magnétisme, il va utiliser son inconscient différemment. Il va dire, par exemple, tiens, monsieur le magnétiseur, posez vos mains sur moi et faites en sorte que j'aille mieux. Et finalement, l'inconscient va réagir d'une certaine manière, que ce soit par des énergies ou si on n'y croit pas, juste par, du placebo ou par de l'intention. Dans tous les cas, il y a des personnes qui y vont et qui se font du bien comme ça. Simplement, moi, j'estime que cette utilisation-là, elle est quand même assez infantilisante dans le sens où, c'est comme si on disait: «Bah, j'ai un bobo, monsieur soignez-moi». Alors que moi, je préfère aller à la rencontre, en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, de lui faire se raconter, sa propre histoire, que mon intérieur me dise: «Bah, voilà le bobo, pourquoi il est là? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il signifie? Quelle belle histoire tu peux raconter à partir de ça?» Et donc en fait, pour pouvoir faire ce genre de choses parce que ça me parle, il faut utiliser l'inconscient d'une certaine manière et il faut l'utiliser en le responsabilisant, en faisant en sorte qu'il puisse de lui-même, explorer tout ce qui est inconscient pour nous aider à mieux le comprendre. Et dans ce cas-là, en fait, on peut pas infantiliser, on peut pas dire: «Bah, monsieur l'hypnotiseur, venez soigner mon inconscient». C'est à un moment donné, il faut que l'inconscient puisse raconter sa propre histoire et quand on lui donne les outils, on se rend compte, alors c'est naturel, je sais pas, j'ai beau avoir lu pour le coup beaucoup de choses et personne ne l'explique véritablement, mais quand on lui donne un crayon, une feuille, l'inconscient se personnifie
personnifie. L'inconscient dit je. Et je, c'est pas Jean-Emmanuel. Donc, puisque c'est pas moi qui ai écrit, ça écrit tout seul. Donc, cette personnification de l'inconscient, après, beaucoup de gens ont essayé de l'expliquer par des phénomènes irrationnels, comme par exemple l'aspect religieux, l'aspect spirituel, des anges gardiens, des guides. Au niveau médical, ça a été un peu plus expliqué au niveau traumatique, avec des dissociations certainement passées, des sortes de troubles dissociatifs de la personnalité, mais dans des spectres très infimes qui ne sont pas pathologiques. Bref, il y a plein de tentatives d'explication. La réalité du terrain, c'est que quand on donne la parole à son inconscient, il se personnifie. Donc, on va pas lui dire non, tais-toi, arrête, t'es juste des ressources, t'es juste des caractéristiques non conscientes. Donc, s'il te plaît, à un moment donné, on va te demander de pas trop te personnifier. C'est ce que font quelques sortes d'hypnose, en disant à l'inconscient, je vais te faire voyager dans les métaphores, tu vas aller à la plage et tu vas kiffer un bon coup. Et du coup, l'inconscient réagit en disant, ah bah ouais, je kiffe un bon coup parce que ça fait trop du bien. C'est le genre de choses qui fonctionnent, mais c'est vrai que cette méthode-là, pour moi, là encore, est infantilisante, parce qu'en gros, c'est monsieur, madame, venez dire à mon inconscient qu'il doit aller à la plage pour être bien. Moi, j'aimerais que mon inconscient, quand je lui demande est-ce que tu vas bien, il me dise ouais. J'aimerais ça en fait, j'aimerais pas qu'on lui dise ou que j'ai besoin de lui dire vas-y s'il te plaît fais en sorte que je sois bien. Non, c'est raconte-moi quelle histoire tu veux suivre pour qu'un jour, si je te demande comment tu vas, tu me dis mais je vais bien. Et donc tout ça en fait se fait par la personnification de l'inconscient, mais complètement naturelle, elle est pas suggérée. Pour le coup, il y a des études qui montrent un crayon, une feuille, on suggère que ça bouge tout seul et il y a le jeu qui arrive au bout d'un moment. Alors déjà, clairement, il y a la relation hypnotiseur-hypnotisé. Ça joue énormément. Plus j'ai confiance en mon hypnotiseur, plus ça me permet d'avoir confiance en ce qui va s'exprimer en moi. Mais on voit bien dans la rue que des inconnus qui nous font absolument pas confiance parce qu'ils nous connaissent pas peuvent très bien vivre l'hypnose. Donc c'est pas il faut qu'il y ait un bon lien, mais ça aide sur l'aspect thérapeutique, c'est clair. Donc déjà ça, après il faut que l'hypnotiseur il ait quand même quelques techniques, quelques cordes à son arc quand même pour se dépatouiller. Et enfin, je pense que la thérapie après s'impose si à un moment donné vraiment elle a tout essayé, plein d'hypnotiseurs, même avec qui certains l'entente était très bonne et qu'ils ont exploré, ils ont cherché juste à faire vivre l'hypnose. À un moment donné, la question qui va venir et qui devrait venir, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui fait que l'hypnose n'est pas permise pour vous, alors que vous êtes câblé comme tout le monde en fait. Donc à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui ne le permet pas. Et si on allait questionner ce quelque chose? Alors, on peut le voir comme quelque chose juste d'exploratoire. En réalité, c'est thérapeutique. Ouais, c'est bien, c'est cool. Allez, je vais faire court là. Ouais, c'est chouette. C'est chouette tant qu'on fait pas perdre le contrôle aux gens, ce qui va donner en fait l'idée que l'hypnose est un pouvoir et que du coup les gens vont avoir peur de l'hypnose et donc peur de la transe. Voilà, juste que ce soit du divertissement qui remette la personne hypnotisée au centre. Et non pas les spectateurs qui sont morts de rire parce que l'hypnotisé a fait un truc complètement débile. Malheureusement, ça va quand même plutôt vers là. Mais bon, c'est ce qui fait de l'audience. Donc c'est du divertissement pourri pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Je pourrais t'en parler pendant des heures, parce que c'est vraiment le truc de ma vie, Oumkar. En fait, si tu veux, il faut comprendre que j'ai découvert l'hypnose quand même dans un contexte particulier. Je le disais par rapport au diagnostic de ma maladie. Et c'était un moment où les années auparavant, j'étais en dépression totale, complètement déconnecté de mes émotions, très peu de relations sociales. Enfin voilà, c'était vraiment un enfermement, une solitude extrême. Le diabète a été finalement un petit peu salvateur. Ça m'a remis un peu les idées en place de merde, j'ai qu'une vie, elle a failli s'arrêter là, je veux pas qu'elle se finisse comme ça ma vie. Donc va falloir que je fasse quelque chose d'autre, que je tente des choses. Et l'hypnose a été vraiment quelque chose de très difficile pour moi au début parce que ça m'attirait. J'hypnotisais des gens avec des catalepsies, les pieds collés au sol par exemple, des amnésies, on leur fait oublier leur prénom, un chiffre, des hallucinations visuelles, ils voient leur star préférée, on devient invisible, c'est quand même des trucs de fou quoi. Et moi quand on m'hypnotisait, donc mes collègues hypnotiseurs de rue m'hypnotisaient, moi rien, nada, que dalle, jamais, rien. Et à un moment donné, moi aussi j'ai envie de vivre un truc quoi, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc j'ai d'abord été voir les meilleurs hypnotiseurs du monde, qui chacun, l'un après l'autre, m'a dit « Non mais t'es pas hypnotisable » ou « Off, il faudrait plus de temps, mais sous-entendu, mais j'ai pas suffisamment de temps à t'accorder, donc on n'ira pas ».
c'est merde, putain, moi je suis prêt à payer s'il le faut, mais allez-y quoi. Et en fait, bah, personne. En fait, les gens, ils utilisent l'hypnose pour obtenir des effets, qu'ils soient spectacle, thérapie, etc. Mais par contre, ils ne vont pas apprendre l'hypnose à des gens qui ne peuvent pas la vivre. Ah bah désolé, tu fais partie des pas réceptifs. Moi, je n'utilise pas mon outil sur des pas réceptifs, donc bah désolé. Bah non, merde, moi je suis hypnotiseur, je veux savoir ce que ça fait d'être hypnotisé. Et après avoir bien déprimé, qu'on m'ait rejeté X fois, je me suis dit, bah je vais me prendre en main, je vais chercher à comprendre pourquoi. Et bah, j'ai documenté, j'ai lu des livres, et en fait personne n'avait la réponse pour moi visiblement, donc j'ai dit: «Bon, allez». En lisant Erickson, j'ai vu que lui, il pouvait poser des questions à l'inconscient. Eh ben, je vais me poser des questions à mon inconscient et je pense qu'il y a que lui qui peut me donner des réponses. Bah, effectivement, il y avait que lui qui pouvait me donner des réponses et je pense que les réponses que j'attendais de toute façon, pas perceptibles de l'extérieur, c'était pas de la technique qui me manquait, c'était, de la vie, des émotions, c'était soigner mon passé pour pouvoir finalement avoir mon inconscient qui vient au premier plan et qui est capable de vivre l'hypnose, ludique comme thérapeutique, mais il m'a fallu faire de la thérapie avant de pouvoir expérimenter l'hypnose ludique. Là où beaucoup font l'inverse. D'abord, ils jouent avec l'hypnose, ils kiffent tellement qu'ils se disent: «Ah bah, peut-être que ça pourrait être un outil, pour me soigner» et cetera. Donc voilà, est né Onkar en fait de cette idée de vouloir apprendre à être hypnotisable et petit à petit, je me suis rendu compte que vouloir apprendre à être hypnotisable me redonnait vie dans mon corps, dans mon être, dans mes émotions, dans qui je suis au quotidien et bah, là, ça a été la révélation, hein. C'était: «Ah non, moi je voulais juste être hypnotisable, ça a marché, c'est cool, maintenant je peux vivre des catalepsies, des trucs cool». Pas encore les hallucinations, mais je désespère pas qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, j'y parvienne. Ça prendra peut-être encore, 10 ou 20 ans, mais on y arrivera et finalement cette, sécurité que j'accrois avec mon inconscient, bah, m'a permis d'être mieux dans mon corps, dans ma peau, dans ma vie, tout ça donc Onkar est devenu, on va dire une sorte de méthode, d'état d'esprit qui permet aux gens d'apprendre à écouter leur corps. Parce que finalement, plus à même de dire ce qui va pas dans l'inconscient, pour reprendre le terme du départ, bah, c'est bien l'inconscient lui-même. Donc on peut le questionner. Moi, comme j'ai pas d'imaginaire, c'est vrai que j'ai beaucoup de problématiques en lien avec tout ce qui va être de l'ordre de imaginer quelque chose pour accéder à son inconscient. Mais j'ai développé du coup cette technique de: «Bah ouais, mais moi au moins je lui parle, je pose des questions, il me répond». Il écrit des réponses sur la feuille et en fait, ça, bah, il y a pas besoin d'imaginaire. Je pose une question, il écrit la réponse, point. J'ai des émotions, je sais que je suis au bon endroit, ça me traverse le corps, ça me fait du bien, j'ai des sensations et en fait, c'est par un dialogue, moi, que je crée la transe en moi. Au début, en tout cas, maintenant je peux y accéder par plein de portes d'entrée différentes et je crois que le plus dur, en fait, pour les personnes qui ont du mal à découvrir la notion de transe, c'est de trouver la bonne porte d'entrée et donc on disait comme la thérapie en est souvent une à un moment donné ou un autre, mon corps est pas mal pour ça. Je vois très bien ce que tu veux dire. Après, je vais prendre un parallèle, pour répondre. Quand je faisais des hallucinations visuelles dans la rue, au début, ça a beaucoup surpris parce que les gens pensaient que c'était limité au spectacle et donc de voir, bah, un petit gars qui dans la rue, fait avoir des hallucinations visuelles à des gens, a beaucoup perturbé la communauté scientifique. J'ai eu pas mal de procès d'ordre des médecins et compagnie, parce que justement ça les perturbe, parce que ça rappelle en fait la pathologie. La pathologie, des hallucinations visuelles et cetera qui sont quand même, dangereuses et en fait, ce qui est très important à comprendre dans ce contexte-là, c'est que, c'est pas parce qu'un phénomène existe dans la pathologie qu'il est dangereux. C'est pas parce que les hallucinations visuelles existent dans le monde pathologique qu'avoir des hallucinations visuelles égale être pathologique, être malade et que c'est une question de qu'est-ce qui est contrôlé. Si j'ai des hallucinations visuelles parce qu'on me les suggère, c'est contrôlé. Quand on me les suggère pas ou que je n'en veux pas, il y en a pas. Et ben, en fait, ce qui nous sépare vraiment du monde ésotérique pour Onkar, c'est un peu similaire. C'est que dans le monde ésotérique, je dirais que l'écriture automatique en termes phénomène est exactement la même chose. Le bras bouge tout seul et ça écrit, sauf qu'il manque un cadre, il manque un contexte, dans le sens où si on laisse l'inconscient libre de raconter n'importe quelle histoire, sans cadre et sans contexte, il est très largement influencé par l'émotionnel de ce qui a été vu, entendu, perçu à la télé, dans les ouvrages X ou Y. Et donc en réalité, dans notre inconscient collectif,
il y a beaucoup ce qu'on appelle un inconscient externe, c'est-à-dire un inconscient qui va être personnifié non pas comme étant là pour nous, mais comme étant là pour lui en tant qu'identité propre. Par exemple, non pas mon ange gardien, mais un défunt qui serait mort en 1940 dans la maison ici et qui va venir écrire dans mon bras. Parce que lui a besoin d'aide, parce qu'il faut que je l'aide à aller dans la lumière ou je ne sais quoi. Et là, en fait, pour nous, avec Onkar, il y a un problème, parce qu'en réalité, c'est ce qui s'exprime à travers mon inconscient est une croyance que, effectivement, il y a des défunts qui peuvent hanter les maisons, ou en tout cas rester dans le monde ici présent. Et ces défunts-là ont des envies et des besoins propres, et moi, en tant que médium, etc., je me dois d'écouter, en fait, sa volonté propre, parce qu'il en a besoin, que je suis là pour l'aider. Ça, nous, on est contre. Nous, on fait en sorte que quand l'inconscient s'exprime, il s'exprime uniquement dans le but qu'il y ait un mieux-être pour la personne. On crée ce qu'on appelle un cadre. Et en fait, les inconscients se rendent compte que, en respectant ce cadre, ils se sentent en sécurité. Moi, consciemment, je me sens en sécurité avec mon inconscient si je sais au fond qu'il n'est là que pour mon bien et qu'il ne cherche pas à m'emmener dans des délires qui peuvent me rendre complètement fou. Le nombre de médiums qui deviennent fous, il y en a beaucoup. Et en fait, ce cadre-là, il sécurise, il fait du bien, et les inconscients acceptent à partir du moment où ils comprennent que plus ils respectent ce cadre, plus ils auront le droit à la parole. Que si jamais ils m'emmènent à un moment donné dans un démon traîné par là, il est venu dans mon corps, il me possède, il écrit dans mon bras, il parle à ma place des fois quand je fais des séances, et sa seule volonté en fait c'est d'avoir du plaisir, quitte à ce que des fois il me fasse un peu mal. Putain, moi je suis pas en sécurité, je fais plus d'hypnose, je fais plus de Onkar en fait, j'arrête, ça fait trop peur. Donc, et dans l'ésotérisme, il y a ça en fait. Donc ils ont des rituels, ils vont mettre des bougies, ils vont faire des prières pour se protéger du mal. Nous en fait, on dit aux inconscients, écoutez, on va jouer clair, vous avez tout intérêt à venir vous exprimer pour faire du bien à la personne, et là vous aurez la parole et vous pourrez raconter votre plus belle histoire. Par contre, si vous faites du mal à la personne, clairement, bah tant pis pour vous, hein, mais vous n'allez pas revenir parce que la personne elle communiquera plus avec vous et c'est dommage. Faites votre choix. Et les inconscients, ils adorent. Et après, du coup, la sécurité qui est créée fait que ça s'exprime beaucoup mieux, ça marche beaucoup mieux. Et en fait, nos techniques marchent beaucoup mieux que dans le monde ésotérique. On peut avoir des personnes qui, à la base, n'auraient jamais été médiums quelque part dans la vraie vie, parce qu'ils n'ont pas la capacité à laisser s'exprimer ces choses-là. Et en fait, en créant de la sécurité, comme moi par exemple, qui n'était pas du tout réceptif à la base, mon inconscient est capable d'écrire aujourd'hui et il prend la parole même parce qu'il y a de la sécurité, parce que je lui fais confiance, alors qu'au début, je le raconte dans mon blog, moi quand j'ai découvert mon inconscient pour la première fois, je ne faisais pas Onkar, je faisais de l'ésotérisme. C'était flippant, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Et j'ai recontacté mon inconscient du coup avec Onkar, avec une approche où j'ai dit écoute, on va jouer franc jeu, moi je veux bien écouter ton histoire, mais il faut que je sois persuadé qu'elle est pour mon bien. Il m'a dit d'accord, mais je suis ton ange gardien. Ok, si tu veux, sois mon ange gardien, j'ai rien à foutre, mais je veux être sûr que c'est pour mon bien. Et donc en fait, effectivement, ça côtoie l'ésotérisme parce que moi, mon inconscient, Nami Lélé, pour parler de lui, se dit ange gardien, donc une notion complètement ésotérique, mais par contre, il n'y a pas tout l'univers ésotérique derrière. Il peut pas être contaminé par des démons, des machins, des trucs. Non, il est mon ange gardien, mais il n'y a que lui et il me fait du bien. Et s'il y a d'autres parties qui s'expriment, chacune, en fait, a comme intention profonde de me vouloir mon bien. Et ce cadre-là, il est magique. Et il s'appelle Onkar, du coup. Alors, la véritable réponse, j'en sais rien. Je pense qu'on a dans l'inconscient collectif quand même ce que Gustav Jung appelait des archétypes, c'est des choses qui nous dépassent, transcendent, un côté, une spiritualité quelque part qu'on a héritée, même si elle ne convient pas forcément aux idées, aux croyances de notre société actuelle. Donc je pense qu'il y a une part quand même d'hérité là-dedans. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est l'histoire que je me raconte avec ça. Ça, par contre, je peux te le dire parce que c'est ce qui me fait du bien, c'est de dire je veux laisser la liberté à Nami Lélé d'avoir été influencé par justement un héritage collectif, par peut-être des films ou des dessins animés que j'ai vus quand j'étais petit, ou peut-être des lectures, ou peut-être des choses qui m'ont marqué. Je veux le laisser être influencé par ça, à une condition qu'au final, ça me fasse du bien. Toujours le même principe. Donc, quelle histoire je peux me raconter pour que à la fois j'accepte ça et que ça me fasse du bien? C'est tout simple. Au final, mon histoire, c'est que sa différence, elle me permet d'aller voir des parties de moi qui ne me ressemblent pas, des parties de moi qui me font peur.
Parce que si je me sens en sécurité avec Nami Lélé, qui est très différent de moi, qui se dit extérieur à moi, par son amour, par ce qu'il m'envoie, en fait, j'apprends cet amour-là aussi vis-à-vis de moi. Et j'apprends à accepter des parties de moi, de mon enfance, qui ont été rejetées, qui ont souffert, et qui finalement ne me donnent pas très envie de base d'y aller. Mais aujourd'hui, je cultive cette différence-là parce qu'elle me fait du bien et elle m'apporte. Et finalement, je récupère des bouts de ma personnalité, je récupère des rires que j'avais perdus par des moqueries, par exemple, des rires qui étaient plus autorisés parce qu'ils font des bruits qui ne sont pas acceptables sociétalement, des trucs comme ça qui étaient perdus. Et en fait, je crois que cette différence-là de Nami Lélé, elle m'a appris justement à respecter ma propre différence et aller cueillir tout doucement les petites parties de moi qui étaient blessées. Donc l'histoire que je me raconte, c'est ça là aujourd'hui. Donc Nami Lélé, aujourd'hui, je le remercie d'être mon ange gardien parce que le fait de réussir à l'accepter dans sa spécificité, son unicité, même si elle ne me plaît pas rationnellement, c'est aussi une manière d'accepter les petites parties de moi. Je me répète, mais c'est vraiment important. J'aime bien ce mot, il vient de Hélène Berger, c'est un livre à la découverte de l'inconscient, ou la découverte de l'inconscient, je sais plus exactement, bref. C'est un gros pavé, Hélène Berger étant un historien qui a retracé toute l'histoire de l'hypnose, sachant que l'hypnose qui endort, qui crée de la relaxation, de la détente, c'est quelque chose de très moderne, hein. Ça a 30-40 ans, tout au plus. Avant, l'hypnose était uniquement dissociative, c'est-à-dire avec des transes très profondes, qu'on appelle des transes profondes somnambuliques, par exemple, où on éveille l'inconscient et on le fait venir au premier plan, et il parle justement, il dit des choses. Donc si on remonte à Janet 1890, lui, ses hypnoses, c'est je dis à l'inconscient de venir et il parle, il ouvre les yeux, il me raconte la vie de la personne et je règle les pathologies de la personne en réglant avec l'inconscient ses propres problèmes. Quand on remonte à Erickson, il y a aussi un petit peu de ça. Et en fait, Hélène Berger a retracé un petit peu l'histoire de la découverte de l'inconscient à travers toutes les manières d'hypnotiser depuis le tout début. Et sa conclusion, une de ses conclusions est que justement, l'inconscient a un pouvoir mythopoétique, c'est de se raconter sa propre histoire. Et cette histoire, elle est belle en fait, elle est assez fantastique, c'est chaque être humain, si on permet à son inconscient de raconter son histoire, est une très belle histoire. Une histoire dont chacun peut être fier en fait, même si elle est complètement délirante et qu'elle ne correspond pas aux standards sociétaux rationnels, elle fait du bien émotionnellement, elle fait du bien au corps, elle soigne. Et donc cette idée d'inconscient mythopoétique, c'est cet inconscient qui raconte sa propre histoire. Et pour faire ça, il faut lui donner des outils. Donc l'écriture, la parole. Et pour moi, il n'y a rien de plus guérisseur qu'un inconscient qui raconte son histoire. Je pense que street hypnose a quand même été une clé, dans le sens où faire connaître à des gens dans la rue l'hypnose alors qu'ils allaient faire leurs courses, du shopping, au resto, et repartent le soir, ils ont eu les pieds collés au sol ou oublié leur prénom. Franchement, je trouve qu'il y a un concept là derrière qui est intéressant au niveau même sociétal. Au plus fort de la communauté street hypnose, donc avant le Covid, je m'étais amusé à compter à peu près et on a peut-être hypnotisé en tout peut-être 500 000 personnes quoi, avec la communauté. Tellement on était nombreux à sortir tous les samedis, à hypnotiser chacun peut-être une dizaine de personnes. Alors oui, il y en a qui reviennent, mais c'est quand même à chaque fois très régulièrement des nouveaux. Et se dire, putain, on a quand même fait du bien au monde parce qu'en France, l'image de l'hypnose est quand même relativement bonne par rapport à d'autres pays, hein. On est quand même assez en avance entre guillemets. On retravaille un petit peu l'esprit collectif. Il y a Mesmer qui est venu populariser, mais tout en gardant une image un peu mystique avec son magnétisme animal, son pouvoir d'hypnotiseur de spectacle. Et puis il y a tout ce qui se fait dans les hôpitaux, donc pour avoir travaillé au Cancéropole, ça vient petit à petit dans les cliniques, etc. Donc déjà tout ça, c'est clair que ça va de l'avant. Puis après, tu l'as dit, il y a les enfants, et je pense que ça passera par là. J'avais entendu dernièrement, je crois que c'est Kevin Finel, l'Arche, c'est une très grande école d'hypnose en France, et il est en train de lancer des projets par rapport à l'école, justement, faire connaître l'hypnose et ses potentiels dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est un truc, si un jour on m'appelle, j'y vais, clairement. Après, j'ai pas forcément fait les démarches pour moi, m'investir dans ce domaine-là, pour l'instant en tout cas. Peut-être que je me sens un petit peu jeune encore. Je découvre avec mon fils déjà, je lui apprends petit à petit, j'essaie de le faire découvrir ce monde-là à son échelle en fait, en respectant sa vision du monde. Et il me manque encore des billes, je pense, pour pouvoir être à l'aise avec des enfants de tous âges, on va dire. Je risquerais de faire des trucs un peu compliqués.
Mais c'est hyper intéressant, passionnant qu'un jour, il y ait, ne serait-ce qu'un cours d'initiation à c'est quoi l'inconscient, dans une école et sans même forcément parler d'hypnose, qu'aujourd'hui, ce qui pour moi est intéressant, c'est même pas l'hypnose, c'est la transe. C'est l'accès à l'inconscient. Cette transe-là, en fait, elle passe par l'hypnose pour nous parce que, bah, c'est ce qu'on kiffe, mais au final, mon inconscient, il s'exprime aujourd'hui aussi avec le tambour, par exemple, le tambour chamanique. C'est un moyen d'expression de mon inconscient qui va me faire vivre des émotions ou il va y avoir de la parole aussi, du coup, ça va parler, chanter, ça va faire du bruit, ça le corps va bouger et ça bouge tout seul, en fait, c'est pas moi qui le fais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rentrait dans mon corps et qui le guidait à ma place et ce phénomène-là, en fait, la transe, il y a des portes d'accès différentes, mais la finalité, elle est la même, c'est se faire du bien. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on enseigne à nos enfants, c'est cette capacité à lâcher prise, à vivre des moments de pur kiff, en fait, là où on est plutôt dans une société d'apprendre le contrôle. On contrôle ses émotions, on contrôle son corps, on contrôle ses pensées, on contrôle sa manière de parler, on contrôle sa voix, on contrôle son apparence, on contrôle. En fait, on contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle, et on en oublie ces moments de juste kiff, de lâcher prise. À mon avis, ça passera par là, mais après, chacun sa porte d'entrée. Et j'ai rien contre, des gens qui vont accéder à la transe, en faisant de la danse, par exemple. Ils vont kiffer, mais s'ils font de la danse pour laisser s'exprimer ce qu'il y a dans leur inconscient, ça va les faire grandir, c'est certain. Moi, de kiffer la vie, hein. Moi, c'est tout, hein. Et que tu kiffes la tienne.